La médecin que je remplaçais en Bretagne, une médecin qui devait avoir peut-être une cinquantaine d'années, qui était installée en fait avec une consoeur, et sa consoeur venait juste de partir en retraite et bien sûr n'était pas remplacée. Elle a bien fait passer le message en disant qu'elle ne pouvait pas reprendre les patients de la patientèle de sa consoeur, tout simplement parce qu'elle a déjà une patientèle qui est très importante. Mais finalement, on se retrouve confronté à des patients qui ne savent plus où aller, vers qui se tourner. Et c'est impossible de refuser finalement. Parce que quand vous avez un patient qui arrive et qu'il a une urgence vitale, vous ne pouvez pas tout simplement lui dire non, je ne prends plus de patients. Et ça, je pense que c'est très lourd pour les médecins qui restent sur place et qui se sentent de plus en plus démunis. Anaïs Verestiac, après avoir participé à Miss France, vous êtes devenue médecin. Vous venez de terminer un Tour de France des remplacements d'1 an. Comment est né ce projet? J'ai terminé mon internat de médecine générale en novembre 2023 et j'ai eu la chance de faire mon dernier semestre en Polynésie française. Quand est venu le moment de se lancer, on s'est interrogé avec mon compagnon qui lui est kiné sur ce qu'on allait pouvoir faire et on a eu envie finalement de réaliser un Tour de France des remplacements pour garder un petit peu le côté, on va dire, passion du voyage et en même temps allier nos vocations de soignants. C'est vrai qu'on était assez sensible à la question de la désertification médicale puisqu'on vient tous les deux d'Auvergne et ça fait un moment déjà que c'est compliqué dans notre région. Et on s'est dit pourquoi pas finalement mettre un peu de sens derrière ce projet-là et aller principalement en fait dans les zones sous-dotées. On a fait ça pendant 12 mois durant lesquels on a fait 12 remplacements de janvier 2024 à décembre 2024. Ça s'organisait de la manière suivante. On remplaçait 2 à 3 semaines en début de mois et le reste du temps était vraiment dédié à la découverte du territoire, au tourisme, à la découverte de la gastronomie, du patrimoine, etc. Était-ce une tâche facile de trouver des remplacements? On s'est lancé dans le projet plutôt tête baissée, on va dire qu'on avait trouvé notre premier remplacement dans la Drôme et après on s'est dit on verra au fur et à mesure les remplacements qu'on va trouver et c'est là qu'on a été confronté face aux premières difficultés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France il n'y a pas de plateforme mise en place, que ce soit par le ministère de la Santé, par le gouvernement ou même par la Sécurité sociale pour mettre en relation les remplaçants et les remplacés. Nous on arrivait sur des territoires où on savait qu'ils avaient besoin de nous mais on n'arrivait pas à trouver ces personnes-là. Donc on passait généralement par Facebook, c'est quand même hallucinant puisque ça reste un réseau social, donc on passait sur un réseau social pour essayer de trouver à travailler. On a trouvé 10 remplacements sur les 12 via Facebook, un remplacement en bouche à oreille et le dernier via des mails qu'on a pu envoyer au CPTS. C'était on va dire un travail d'acharné, il a fallu passer des dizaines et des dizaines de coups de fil, des centaines de mails, lancer des annonces sans savoir si on allait pouvoir mener notre projet à bien, alors que finalement la demande était là. Qu'avez-vous retenu de cette année? Il y a eu des très bons moments et des moments beaucoup plus difficiles. Moi, je retiens des moments forts comme une patiente qui, dans la Drôme, m'a pris dans ses bras juste parce qu'elle était trop contente de pouvoir voir un médecin, trop contente d'avoir accès aux soins alors qu'elle en avait besoin. Ça, c'est des moments forts, c'est des moments qui montrent à quel point les patients sont démunis face au système de soins actuel. Et à l'inverse, on a rencontré des situations qui étaient extrêmement difficiles. Je me souviens de ce patient pour lequel j'avais été appelée en EHPAD. Il y avait besoin d'un transfert d'urgence parce que son pronostic vital était engagé. Quand j'ai appelé le 15 pour organiser le transfert, ils m'ont tout de suite dit qu'il n'y avait plus de possibilité de le transférer parce que les ambulances étaient toutes prises. J'ai pas voulu lâcher l'affaire comme ça, j'ai appelé moi-même des ambulances privées pour faire transférer ce patient. Le patient il a été reçu aux urgences et moi j'ai été rappelée dans la foulée par l'urgentiste pour m'expliquer qu'il n'y avait pas de place. Et que malheureusement aujourd'hui on se retrouve contraint de faire du tri, de faire du choix parmi les patients. On est obligé de privilégier les plus jeunes ou ceux qui ont moins d'antécédents face aux personnes les plus âgées. Et ce patient a forcément marqué un petit peu ce Tour de France comme beaucoup d'autres parce que finalement il est retourné à l'EHPAD seul et il a fini ses jours tout seul dans sa chambre sans accompagnement. C'est des situations où on se dit que ça pourrait être notre père, notre grand-père ou des proches et forcément ça touche. Si je vous écris aujourd'hui, c'est dans l'espoir de faire entendre mes mots à ceux qui, confortablement installés à l'Assemblée, prennent des décisions nous concernant, nous, médecins, acteurs d'un système de soins en péril et victimes, tout comme nos patients, des nombreuses années de politique désastreuse, responsables de la situation actuelle. Vous avez récemment écrit une lettre aux députés de l'Assemblée nationale. Sur quoi avez-vous voulu alerter? C'est vrai que le remplacement que j'ai effectué dans le sud Aveyron, sur lequel portait ma lettre, était particulièrement difficile. Je remplaçais un médecin qui était tout seul, un médecin qui était supposé déjà être en retraite, mais qui ne partait pas tout simplement parce qu'il ne trouve pas de successeur et qu'il ne se sent pas capable de laisser ses patients tout seul. Ce médecin-là, il était seul pour couvrir un territoire de 652 km². C'est absolument infaisable. Et ça a été un remplacement où je me suis sentie vraiment seule et complètement dépassée parce que j'arrivais pas à faire de la bonne médecine. C'était impossible. On essayait de jongler avec les urgences et je me suis dit on peut pas laisser des patients comme ça dans une situation pareille parce qu'ils ont absolument pas d'autre choix. Il y a vraiment une défaillance du système de soins qui est globale et qui s'étend même au-delà des campagnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les villes sont particulièrement touchées. Je vais
prochainement travailler chez SOS Médecins à Clermont-Ferrand et ils ont la même situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à répondre à toute la demande. Les services d'urgence sont saturés. J'ai une consoeur qui m'a écrit depuis Rennes pour me dire que tous les services étaient saturés au niveau de la réanimation. À Paris, c'est pareil. On sait que plus de 80% du territoire est concerné par un manque de soignants, mais je pense que les chiffres sont même au-delà de ça parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a été confronté à une difficulté pour se faire soigner. Que proposez-vous pour améliorer la situation? En fait, on aimerait qu'une plateforme puisse mettre en relation les remplaçants et les remplacés. Une plateforme qui puisse donner accès directement à la France entière, au dom-tom y compris, parce qu'en finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le message, il est perdu et c'est une vraie demande. Moi, je reçois des messages tous les jours de professionnels de santé, pas que des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, qui ont ce besoin-là. Ceux qui sont malades, pareil, qui sont en arrêt maladie, ils ont besoin de se faire remplacer. Les congés maternité, c'est la même chose. Il y a une étude qui a été menée par le syndicat Réagir qui s'appelle Remplact. Elle montre qu'un remplaçant remplace 26 semaines par an en moyenne, ce qui est quand même relativement peu. Et parmi ces remplaçants-là, 2/3 sont ouverts à l'idée de travailler plus. On a fait les calculs. Si on ajoutait par exemple 10 semaines à ces 26 semaines, ça permettrait de proposer 14 millions de consultations supplémentaires, soit l'équivalent de 3000 médecins. Ensuite, il faut faire de l'éducation à la patientèle. Aujourd'hui, il y a encore trop de rendez-vous non honorés. Moi, je le voyais même dans les déserts médicaux, avec 1 mois de délai d'attente, vous avez encore des gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous et qui ne préviennent pas. C'est inentendable dans le sens où il y a des répercussions directes parce que c'est des gens qu'on peut pas recevoir, c'est des gens qui vont finir aux urgences ou qui parfois ne seront pas soignés. Et ça, il faut que les gens prennent conscience. Évidemment, il faut pouvoir aussi déléguer, on va dire, certaines tâches. Je pense que le déploiement des assistants médicaux reste hyper important. Aujourd'hui, en France, on est sur une moyenne de consultation à 15 minutes. En Allemagne, nos confrères ont quasiment tous des assistants médicaux. Ils sont sur 7 minutes de consultation. Donc, ils prennent en théorie 2 fois plus de patients. L'assistant médical va pouvoir venir en soutien aux médecins, va pouvoir commencer à déshabiller le patient, prendre la mesure de la tension, de la saturation, faire le premier interrogatoire et puis ensuite le médecin arrive derrière et peut faire son examen clinique et prescrire les traitements. Et enfin, je pense qu'il faut encourager vraiment que ce soit les étudiants en médecine, une fois qu'ils ont passé le concours de la première année, jusqu'à l'internat, à aller dans les zones sous-dotées parce qu'encore une fois, si on n'a pas la chance ou l'occasion en tout cas d'aller dans ces zones-là, c'est sûr que personne ne s'installera là-bas. Mais par contre, je suis absolument contre l'obligation d'installation parce que je reste persuadée que c'est pas en obligeant les gens à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie que ça fonctionnera. Avec la récente réforme, une 4e année d'internat pour les étudiants en médecine a été ajoutée. Elle est censée permettre notamment de lutter contre les déserts médicaux. Est-ce une bonne solution selon vous? Et la 4e année d'internat, il faut voir dans quelles conditions elle est mise en place, puisque au jour d'aujourd'hui, on proposait qu'il y ait des maîtres de stage pour épauler les étudiants, puisqu'ils sont encore internes, chose qui n'est pas possible puisqu'il n'y en a pas assez. Moi, ce que je pense qui pourrait être pertinent, c'est de proposer une forme de collaboration, c'est-à-dire de suggérer que les étudiants, les internes qui sont en 4e année, puissent faire X semaines dans l'année, dans des zones sous-dotées, partout en France, où ils le souhaitent, et qui puissent venir, par exemple, en soutien à des médecins qui sont déjà installés. Donc pas forcément à des MSU, donc à des maîtres de stage, mais vraiment des médecins qui sont déjà installés, qui vont par exemple pouvoir aller à l'EHPAD faire leur visite à domicile, pendant que l'interne, lui, sera au cabinet. Et par contre, à ce moment-là, il faut par contre que la rémunération puisse suivre, c'est-à-dire que l'interne puisse être payé comme un médecin qui remplace.